Ouais. Bam, C'est parti. bam, 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 bam. Bien, bonjour à Et toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, enfin podcast La Sueur Actu en sueur. Donc on revient avec Lil Rusty Business qui là va s'attaquer très bientôt à un sacré business. On n'en dit pas plus, on ne veut pas se jinxer. Mais bon, ouais. mon cher Russ, wow, 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 le son est peut-être un petit peu trop fort, voilà. Mon cher Russ, donc là on va revenir sur les actus du moment avec Khamzat Chimaev, Leon Edwards annulé pour une troisième fois. Terrible, tout simplement. Surtout avec Rust, on va voir les causes de cette annulation. Initialement prévu le 19 décembre dernier, annulé parce que Leon Edwards avait le Covid assez sévère puisqu'il a perdu 5,4 kilos si je ne m'abuse. Ensuite, reprogrammé en plein milieu de cette semaine absolument monstrueuse sur la Fight Island le 20 janvier dernier, annulé parce que Khamzat Chimaev avait le Covid. Et là, reprogrammé main event à Las Vegas 5 rounds le 13 mars. Et Khamzat Chimaev souffre encore on va dire, des complications liées au Covid. Est-ce qu'on peut s'inquiéter, mon cher Rust, finalement? Bah, on n'est pas des experts, on n'est clairement pas des experts sur le sujet médicaux, mais oui, je pense qu'on peut clairement s'inquiéter parce que il y avait Gilbert Burns aussi, il me semble, avait eu comment dire, un cas relativement sévère du Covid où vraiment il avait perdu son souffle, il était vraiment mal, etc. Et il décrivait que lui-même, par rapport à ses collègues, comment dire, aux États-Unis quand il s'entraînait, ben c'était injuste, etc. Et que lui, il avait pris un peu cher. Khamzat, ça a l'air d'être le cas aussi, mais visiblement lui-même, donc il l'a eu donc mi-janvier ou peut-être en décembre, je sais En plus quand il décembre, l'a ouais, eu c'était en exactement. décembre, ouais, il l'a eu. Il l'a eu en décembre, donc ça va faire 2 mois qu'il a le Covid et que visiblement ça l'empêche complètement de s'entraîner. Mm. Et donc, enfin, sans être expert ni quoi que ce soit, ça veut donc dire que c'est clairement son corps réagit, enfin vraiment surréagit au Covid. C'est-à-dire que lui, Il est quand il l'a touché au... chopé, effectivement, touché au ouais, pouls. voilà, c'est-à-dire que j'imagine que donc, s'ils ont arrêté clairement et qu'ils ont annulé le combat, ça veut dire que probablement ils pouvaient pas enchaîner 2 rounds à pleine balle, quoi. Enfin, ça devait être vraiment, vraiment hardcore. Donc, on va voir ce que ça donne, mais visiblement, c'est un mec qui, comment dire, qui, lorsque lui a le Covid, prend extrêmement cher. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça dure plusieurs mois, plusieurs années? Enfin, parce qu'on a vu déjà qu'il y a des gens qui, Ouais. depuis un an, étaient en PLS Mm. total. C'est clair. Donc, c'est peut-être des cas très rares, mais déjà, le fait de réagir de cette manière-là quand tu es aussi jeune, c'est assez rare. Donc, on va voir comment ça évolue dans les mois qui viennent, parce que là, je pense que même de serait-ce que de dire dans quelques semaines, on verra bien, c'est trop tôt, visiblement. Euh, donc voilà, personnellement, maintenant, j'en suis juste au point où j'espère juste qu'il ne fait pas partie de ces cas qui durent des années, en fait. Ouais, non, mais surtout à ce niveau-là, parce que oui, il faut bien se rendre compte, hein, quand on parle bien évidemment du 4 Khamzat Chimaev, c'est un athlète de haut niveau, mais c'est vrai que c'est pas le même niveau où, par exemple, si nous on a le Covid, bah ok, on va courir un petit peu moins vite. Quand vous êtes un mec comme lui ou comme Khabib Nurmagomedov qui imposait un rythme insoutenable, ou même Kamaru Usman qui imposait un rythme insoutenable sur 5 rounds à votre adversaire et vous basez toute votre stratégie sur le fait qu'au bout d'un moment, le mec va craquer parce qu'il va suffoquer sous la pression. Si vous ne pouvez tenir cette pression-là que sur un round et que le mec est toujours là au bout d'un round, ça devient très très compliqué pour vous. Donc c'est vrai que pour Hamzat, là, Bah ouais. si il venait à ne pas récupérer tout simplement très rapidement, ça pourrait être compliqué. D'autant plus, et c'est là je trouve c'est logique pour Leon Edwards qui a plus combattu depuis le 20 juillet 2019, une très belle victoire par décision unanime face à Rafael Dos Anjos, troisième mondial, troisième du classement welterweight de l'UFC. Dana White a dit, bah on va avancer. On abandonne ce combat-là et pour Leon Edwards, on va essayer de lui trouver un combat, on avance. Stephen Wonderboy Thompson a fait acte de candidature. Moi, personnellement, ça m'irait bien, tu vois, comme combat, tu vois, s'ils arrivent à faire ça pour le 13 mars. Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est Ouais. dommage parce que pour Hamzat, bah, je peux dire que c'est une fin de hype, mais déjà là, on espère vraiment qu'il va réussir à récupérer toutes ses capacités. Mais surtout, tu vois, bah, voilà, il y avait ces 3 combats en 2019, possiblement un quatrième avec Leon Edwards, c'était vraiment sur une solide lancée vers un title fight en 2021. Nous aussi, on en parlait. Là, quand même, ça va être très compliqué pour lui parce que la catégorie avance, c'est une catégorie welterweight où, mine de rien, c'est assez compliqué parce que on va dire, t'as les bons et directement, t'as un gap avec les Covington, les Masvidal, Burns, je le mets encore pas à ce niveau-là, les Ousmane où
c'est inatteignable dans le sens où tu as trois vraies grosses superstars. Et avec ce combat-là, Khamzat avait cette possibilité de directement entrer dans le bain et d'être parmi les quatre prétendants au titre solide, à dire bah, je peux, un, prétendre au titre, et puis deux, mine de rien, être main event d'un pay-per-view, parce que c'est vrai que même hors titre, là par exemple le combat Masvidal-Covington, il sera main ou co-main d'un pay-per-view. Donc pour lui c'est très compliqué parce que je pense que quand il reviendra, il va être obligé de, tu vois, de prendre il est 15e actuellement, c'est de prendre un mec du top 10. Donc c'est dommage, je trouve, parce il y avait vraiment possibilité d'avoir un truc historique, quoi. Ouais, c'est ça. Là, clairement, voilà, il faut tourner la page de ce qui aurait pu être un run absolument historique. Maintenant, c'est clair parce que quand il reviendra, il y aura eu tellement de tribulations que de toute façon, l'UFC, effectivement, je pense, hein, je suis d'accord, sera plutôt en mode, bah voilà, on lui donne le 12e, le 10e mondial, un truc comme ça. Et du coup, bah voilà, il n'y aura pas ce côté Cody Garbrandt, ce qu'il a fait en un an, il n'y aura pas. Non, Donc, mais même c'est là, clair que. parce que quand on y pense en soi, ce que Cyril a fait, où l'UFC dit bon bah ok, t'as pas de combat en un an, t'as eu que des annulations, on te file le 7e mondial pour un gars enfin, qui vient à peine d'arriver dans le top 15, c'est dingue. Mais la Hamzat, le gars arrive à l'UFC en juillet, il tape trois Ouais. gars qui sont même hors du top 30 et directement t'as le troisième. Enfin, Ouais, non, c'était du jamais vu quasiment, c'était du jamais vu. Mais donc, on va passer à côté de ça. Maintenant, il faut en faire notre deuil Ah parce bah que merci, effectivement, merci. bah oui, mais putain, le Covid quand même, Covid nous a empêché d'avoir Khabib, Tony Ferguson dans leur prime et maintenant d'avoir l'histoire Khamzat Chimaev quand même. En vrai, putain, ce virus merdeux là. Ouais, et il Mais nous a donc, aussi empêché, mon cher Ross, d'avoir Gilbert Burns contre Kamaru Usman la première fois en juillet. Terrible. Non, pour le coup, là, on a eu de la chance parce qu'honnêtement, on a préféré avoir Masvidal contre Kamaru. voilà, même si le combat n'a pas tenu toutes ses promesses, c'était quand même assez excitant. Mais ouais, du coup, voilà. Maintenant, il faut tourner la page. Il faut considérer que c'est pas vraiment que la hype est terminée, parce qu'il suffira d'un combat impressionnant de Khamzat à son retour pour qu'on Mhm. soit en mode ah oui, ok, ce mec-là était sur cette lancée. Mais en tout cas, voilà, on n'aura pas ce côté. Ben, en juillet 2021, il peut déjà combattre pour le titre si ça se trouve. Tu vois, ça, il faut Ouais. l'oublier. Et maintenant, en fait, la vraie question, c'est juste, bah, on espère qu'il va se remettre, en fait. Personnellement, j'en suis juste là. Ok, ça me fait mal au cœur et c'est dommage parce qu'on ne verra pas ce truc historique que ça aurait pu être, la fusée Ramzat. Mais maintenant, j'espère juste qu'on pourra réavoir un Ramzat au top, dans son prime, au top de Ouais. sa forme, qui n'est pas obligé de s'économiser à l'entraînement et donc qui perde un peu en confiance en lui le jour du combat parce qu'il sait qu'il n'aura pas tout pu mettre en œuvre, etc. Moi, c'est ça qui me ferait le plus mal au cœur parce que c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on regarde ce sport, c'est pour voir ce qui se fait de mieux, là où les mecs peuvent aller au maximum de leur capacité, de leur potentiel et tout. Là, ça me ferait juste mal au cœur que, bah, à cause de ça, et parce que bah, maintenant il est, comment dire, il est compromis physiquement, qu'on n'ait plus jamais un Hamzat tel qu'il aurait pu être. En vrai, ça me ferait beaucoup plus mal au cœur que le fait qu'on n'ait pas comment dire, un Hamzat potentiellement, on ne sait jamais, dans un univers parallèle, champion en l'espace de 10 mois, tu vois. Entièrement d'accord. Mais en tout cas, C'est ça qui fait j'espère, un peu. mine de rien, que le Hamza Chimaev fera prendre conscience à ceux qui minimisent un peu le Covid, dans le sens où c'est vrai, tu vois, t'as beau être en bonne Ouais. santé, bah faut quand même se protéger, mettre un masque et tout, respecter les règles de distanciation sociale, parce que les gars, même quand vous êtes athlète de haut niveau ou grand sportif, bah ça peut quand même vous handicaper durablement. Bien, donc ça Ouais. c'était le petit point coronavirus, hein, sponsorisé par l'État. Alors, mon cher Ross, on va passer maintenant avec la deuxième news. Donc, c'est Kyoji Horiguchi, qui était ancien champion du Bellator, qui a rendu sa ceinture bantamweight parce que pour inactivité, je crois, ou pour blessure, oui, parce qu'il s'était blessé l'année dernière en 2019. Et donc là, il est de retour également champion. Je crois qu'il est toujours champion. Est-il toujours champion? Oui, Du Rising, bah, il l'a gagné contre c'est Khan, ça. en fait. Il a récupéré sa ceinture du Rising. Donc voilà, et qu'il avait justement aussi dû rendre pour inactivité parce qu'il s'était blessé au genou. Donc là, Kyoji Horiguchi, Scott Coker, le président du Bellator, l'a annoncé. Il est confiant quant à un retour de Kyoji au Bellator. Franchement, c'est exceptionnel parce que on en parle assez souvent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Kyoji, mais regardez-le. Ce qui est impressionnant avec lui, c'est que c'est c'est peut-être le meilleur bantamweight le meilleur flyweight de la planète qui combat chez les bantamweight et qui fait face au meilleur bantamweight au monde. Et bah, je Et pense qui que c'est gagne.
qui gagne. Je pense que c'est pas le meilleur bantamweight, mais ce qu'il arrive à faire, tu vois, ça force vraiment le respect parce que le gars, hors UFC, parce qu'il a une carrière à l'UFC, bien entendu, battu par Demetrius Johnson, parce qu'il était assez jeune, qu'il fallait beaucoup de roulements pour Demetrius quand il était à l'UFC, mais depuis, a vraiment su se réinventer, et surtout, moi, ce qui me frappe avec lui, c'est il montre qu'on peut exister en dehors de l'UFC et en dehors, tu vois, un petit peu du Star System, puisqu'à la base, il est quand même signé par le Rising. Et encore se réinventer, je trouve que Quand je disais il a réinventer, pardon, en tant que d'un point de vue image. Parce que sinon, oui, non, il est resté ah, fidèle à lui-même. oui, oui, parce que sinon, en fait, il a toujours été sur une pente, il a toujours progressé, il s'est toujours construit. C'est simplement que, un peu comme Canelo versus Mayweather, en fait. C'est juste que quand il a combattu Demetrius, il était juste trop jeune, il n'était pas C'est encore ça. développé suffisamment. Et encore, c'est vrai qu'à part Demetrius Johnson, je crois qu'il a un bilan de 7-1 à l'UFC. Donc, c'est-à-dire que sa seule défaite, c'est le champion. Et il Ouais, était très jeune. Donc, c'est vraiment c'est quelqu'un ça. qui a un palmarès qui est extraordinaire. Kyoji Horiguchi, c'est sans aucun doute le meilleur flyweight hors de l'UFC. Et effectivement, c'est un mec en plus à la japonaise, tu vois, qui a ce côté pas de problème de catégorie de poids. C'est-à-dire qu'il est quand il était au Rising, il a accueilli le champion des bantamweight. Alors c'est clairement un flyweight naturel. Hein. Il a accueilli le champion des bantamweight, Darion Caldwell, et il Oui, l'a soumis. c'est clair. La C'est différence un truc de de ouf. taille entre La les deux, différence de c'était fou. taille, c'était fou. Mais même contre Kayasakura, hein, je trouve qu'il était beaucoup plus petit, etc. Contre les meilleurs flyweights de la planète, bah voilà, à part Demetrius Johnson, il les bat. C'est-à-dire qu'il y a eu Ian McCall qui était quand même un très très bon à l'UFC qu'il a battu. Enfin, il a battu. De toute façon, il a battu tout le monde à part Demetrius Johnson sur les je sais plus combien. C'est peut-être les 10 dernières années ou un truc comme ça. Enfin, ouais, c'est ça. Ueda, c'était en 2012, donc c'est ça. Ça fait 10 piges qu'il n'a perdu que contre un des meilleurs de tous les temps, Demetrius Johnson, ou un espèce de combat qu'il n'a pas vu venir contre Kayasakura, mais qu'il a rebattu immédiatement derrière. D'ailleurs, franchement, la violence du combat de retour contre Ouais. Kayasakura, il y a vraiment, il y a l'holo kick et il y a l'holo E- kick de Kyoji Horiguchi. Le Exactement. mec, tu as l'impression qu'il va te remplir le mollet, mais il met ATT, tout en. encore une fois. ATT, hein. Eh ouais, Samuel Mtiti. Mais en tout cas, c'est vrai ouais, et c'est pour ça que je fais comme si je l'avais pas dit parce que pas ouf. Mais c'est pour ça que, de toute façon, Etiti, ils sont partout. Mais en Ouais. plus de ça, quand tu as un mec qui a le potentiel de Kyoji Horiguchi, franchement, ça fait un monstre. Mais c'est pour ça aussi que je suis très content qu'il aille au Bellator. Alors après, au Bellator, ouais, il y a quand même des mecs qui sont vraiment bons en bantamweight au Bellator. Moi, je voudrais juste qu'il revienne à l'UFC personnellement, parce que j'ai Ouais. envie de le revoir. Je suis d'accord avec toi. Il a 30 ans, il est encore dans son prime physique. J'ai juste envie de voir le Kyoji qu'on a aujourd'hui, qui a toute cette expérience contre les meilleurs sans aucun doute de la planète en fait. J'ai Après, au vraiment envie de voir Bellator, il ça va parce que reprendre le titre, hein, je pense, hein. Parce que là, il y a le prochain title shot. Enfin, c'est Juan Archuleta qui fait sa première défense de ceinture, je crois, ou deuxième contre Sergio Pettis. Donc, c'est le 7 mai prochain. Et personnellement, moi, je le vois au-dessus des deux. ouais, ce serait intéressant. Honnêtement, Juan Archuleta, ce serait intéressant parce qu'il est quand même Ouais. vraiment, vraiment chaud. Il est vraiment chaud. Mais voilà, au moins, déjà, s'il bat Juan Archuleta, enfin là, j'ai envie de dire, honnêtement, il faut qu'il aille à l'UFC. C'est-à-dire que s'il bat ce gars-là, qui pareil, hein, Juan Archuleta, c'est quoi? C'est genre ouais, 24 victoires de défaite, un truc comme ça. C'est, tu ne peux plus. Tu peux plus, entre Non, guillemets, c'est clair. perdre de temps à combattre des combattants qui sont plus de ton niveau. C'est ce qui se passait un petit peu au Rising. C'est un peu comme c'était au Pride avant, c'est-à-dire que les gens qui disent que Fedor a combattu que c'était que des freak shows, etc. Non, c'est pas vrai. Il y avait des freak shows contre les Zuluzinho, les gars comme ça, mais au milieu des freak shows, il y avait aussi des tueurs à gages comme les Crocop, les Nogueira, etc. Donc c'est un petit peu pareil pour Kyoji Horiguchi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se concentrer sur les mecs ultra bons qu'il a battus. Il a aussi battu Manuel Cap d'ailleurs, qui est à l'UFC en ce moment. Mhm. Donc il faut se concentrer sur qui il a battu pour voir le niveau qu'il a et à quel point il est impressionnant en gardant à l'esprit quand même que c'est un flyweight naturel pour vraiment se dire, bah, s'il revenait à l'UFC, franchement, ce serait super intéressant. Et honnêtement, Figueiredo contre Kyoji Horiguchi, alors là, mais je prends mes all day ce combat, quoi. Et puis surtout, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il laisse vraiment pas de place au doute, en fait. Parce que je me souviens, le premier combat contre Darren Caldwell, il l'avait soumis, on était tous, bon bah ok, on était dans un ring Horizon. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ouais. Et il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé, tu vois, de se dire. Enfin, il n'était pas obligé. Il y avait peut-être, à mon avis, il y avait peut-être une clause dans le contrat pour le Bellator. Bon, au cas où notre gars se fait battre, bah, vous allez revenir tranquillement faire une défense de ceinture au Bellator. Mais bon, ensuite, il affronte le lutteur qui est en plus surdimensionné par rapport à lui dans une cage et il le bat quand Ouais. même. Bon, bah, les gars, Ah non, c'est magnifique, hein. C'est c'est super. impressionnant. Et Et puis, tu sais, oui, vas-y.
En fait, c'est non seulement c'est impressionnant, mais au niveau martial, au niveau de la prestation, Ouais, mais juste au niveau aussi du panache, quoi. Il a exactement. peur de rien. Il a vraiment peur de rien, quoi. C'est ce et pour terminer sur Kyoji Horiguchi, alors c'est vrai que la tentation UFC serait superbe, mais on en avait parlé déjà lors de sa signature au Rising. Ce qui est intéressant aussi pour lui, c'est que mine de rien, en étant Rising, certes pour nous, puis pour vous, spectateurs, on le voit beaucoup moins en avant, mais par contre, il est traité comme un roi dans l'organisation. Je crois qu'il est Et toujours ouais. sponsorisé par Reebok. Xbox, enfin, je ne sais plus exactement quels sont ses sponsors Rising, mais c'est monstrueux. Vous regardez son shirt, il n'y a que des grosses multinationales. Voilà, et puis les main events, il remplit la Super Saitama Arena. Bref, c'est monstrueux. Alors que c'est vrai qu'il est sur les posters, enfin, c'est formidable pour lui. Alors que c'est vrai qu'à l'UFC, il serait, selon toute vraisemblance, en flyweight, peut-être bantamweight aussi, mais j'imagine mal quand même, tu vois, l'UFC lui accorder ce traitement qu'il a au Rising, mais aussi au Bellator, où chaque fois qu'il combat, bah, c'est quand même un événement. Bah non, c'est clair, c'est sûr. Ça fait vraiment partie de ces gars qui, c'est vrai, à part pour le challenge purement martial, Ouais, n'a pas forcément d'intérêt. Parce que c'est clair que même au niveau de la paye, hein, on va pas se le cacher, il y a très peu de chances que l'UFC arrive à matcher avec ce qu'il arrive à dégager avec le Rising et les sponsors. c'est ça. Voilà, je me lance, hein, mais personnellement, je pense que c'est même Attends, je vais impossible. regarder. Que s'il vient à l'UFC, ce sera donc uniquement et purement que pour se prouver que. Mais si son objectif, c'est de se mettre à l'abri, c'est de mettre sa famille à l'abri, et puis de garder ce statut vraiment d'icône au Japon, il vaut peut-être mieux qu'il y reste, c'est vrai. Ou en tout cas qu'il reste dans des organisations autres que l'UFC, c'est Hmm, clair. exactement. Et puis surtout, pour ajouter à ça, peut-être, après, enfin, tu vois, s'il revient à l'UFC, pour moi, il faudrait que l'UFC ait une stratégie un peu similaire à ce qu'ils font actuellement avec Weili Zhang, tu vois. Dans le sens où ils la construisent vraiment pour se dire, avec elle, on va réussir à conquérir enfin le marché chinois. Et là, de se dire, bon, bah, ok, il y a eu le Pride, de temps en temps, ils sont venus au Japon ces derniers temps, mais tu vois, il n'y avait jamais une vraie volonté de la part de l'UFC de se dire, bah, allez, maintenant, on va vraiment s'implanter là-dessus et détruire la concurrence présente. Et là, tu vois, Isshin Kyoji Horiguchi, ils font, ok, quasiment tous ces combats hors énorme pay-per-view comme ce qu'ils ont fait avec Weili Zhang, on les fait au Japon pour lui, on les fait dans cette arène-là, on sait que le mec remplit des trucs et on fait soit des pay-per-view numérotés, soit des énormes fight night où il défend sa ceinture. Et là, pour lui, ça aura effectivement beaucoup de sens. Mais si c'est pour se dire, ok, il s'entraîne à ITT, il est déjà aux États-Unis, on en fait un combattant parmi tant d'autres. Même d'un point de vue hype, tu vois, même d'un point de vue hype, moi je serais beaucoup plus triste. Alors que s'ils font, tu vois, même ce qu'ils avaient fait, ce que Ouais, l'UFC avait fait avec Dan Hooker, quand il y avait eu Dan Hooker, Paul Felder, avec l'événement en Nouvelle-Zélande. C'était pour Dan ouais. Hooker, c'était pour le hyper, pour dire, ok, on a un nouveau contender crédible en lightweight. Et voilà, ok, le gars à cette époque-là, je crois qu'il était septième, mais tout le monde était trop content et c'était beaucoup plus intéressant que de faire Dan Hooker, Paul Felder au fin fond du Kansas ou je sais pas trop où, du coup le truc ça avait Ouais. un peu passé inaperçu. Non, non, c'est clair. Et puis c'est vrai que, alors là, c'est très subjectif comme opinion, mais je trouve que la manière dont l'image de Kyoji est traitée dans les organisations dans lesquelles il est, c'est-à-dire le Bellator et surtout le Rising, c'est l'UFC, c'est la machine de guerre qu'on connaît, c'est les Mhm. meilleurs au monde, mais il y a ce petit côté impersonnel, il y a ce petit côté très neutre parce que bah, voilà, c'est comme ESPN, c'est comme la NFL. Enfin voilà, il faut que tout soit carré, que tout soit lisse. Et je trouve que avec le Rising, il a une image qui est beaucoup plus, il a une proximité, une image qui est beaucoup plus colorée, qui est beaucoup plus intéressante. Il se permet de faire plein de trucs avec les posters, avec les documentaires, avec son image, etc., qui lui correspondent mieux, je trouve, que s'il était à l'UFC. Aussi de ce point de vue-là. Bien voilà mon cher Ross, je pense que nous sommes complets sur la question que je dis Rigoshi. Je vous souhaite donc un très bon vendredi. Big shout out à Ben, de même, Merci beaucoup. Big shout out Sweet à My Sweet Protein. Protein. Moins 45% sur tout My Protein avec le code la sueur. Moins Ouais. 10% sur tout Venom avec le code la sueur. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. I'm fucking coming for you!